si vous voulez, maintenant, on va passer, on va aller très loin avec Aurélie Antoine de Tounas, hein, donc qui apparaît derrière moi, ce personnage barbu. Alors, les lecteurs de Jean Raspail le connaissent, hein, puisque Jean Raspail, vous savez, le romancier récemment disparu, puisqu'il avait écrit un livre, moi, Antoine de Tounas, qui était une biographie très romancée de l'histoire de cet aventurier. Alors, cet Aurélie Antoine de Tounas, c'est un personnage tout à fait étonnant du 19e siècle, puisque c'est un petit avoué du Périgord, hein, d'origine très modeste, puisqu'il est le 8e de 9 enfants d'un paysan, hein. Son père est simplement un simple paysan périgourdin, mais qui rêve d'origine aristocratique, hein. Il prétend même que sa famille remonterait, la famille de Tounas remonterait à l'époque romaine. Bon, tout ça est bien sûr légendaire, mais il se passionne de géographie, de récits de voyages, d'exploration, et si bien qu'en 1857, ce jeune avoué périgourdin va vendre son étude d'avoué. Il va emprunter au Crédit Foncier une somme importante, il va hypothéquer tous ses biens, il va aussi emprunter à ses amis francs-maçons, parce qu'il fait partie d'une loge de francs-maçons de Dordogne. Son rêve, c'est d'aller en Amérique du Sud pour créer un État ou une colonie française, une nouvelle France, hein, comme il l'appelle, dans une zone qui est encore qui est à la limite entre les républiques du Chili et d'Argentine, une zone qui n'a jamais été colonisée ni par les Incas ni par les Espagnols, une zone encore un peu vierge, qui est peuplée par des Indiens qu'on appelle les Mapuches ou les Araucans, qui sont des cavaliers intrépides et irréductibles, donc qui vivent dans la pampa et dans la montagne sans avoir jamais, je dirais, courbé le front devant les envahisseurs. Donc il se dit, cette région qui n'appartient à personne, eh bien je vais y aller et je vais me faire proclamer roi par ces populations, et ensuite je donnerai en quelque sorte ce royaume à la France. Alors tout ça est un peu fantasque, hein, comme projet, mais il va le mener quand même à bien, assez loin, puisqu'il s'embarque pour le Chili en 1858. Il va rester sur place d'abord pour apprendre l'espagnol, pour étudier les coutumes du pays, pour nouer des contacts avec les chefs d'Araucanie, les chefs indiens locaux, qui d'ailleurs ont une légende, hein, qui prédit l'arrivée d'un sauveur étranger, hein, dans leur religion. Il y a l'idée qu'un jour viendrait de loin un sauveur qui fédérerait tous les Indiens et qui les mènerait à la victoire. Donc Aurélie Antoine va utiliser cette légende en quelque sorte, et il va réussir finalement à fédérer autour de lui un certain nombre de tribus d'Araucanie et proclamer roi de ces tribus, donc le 17 novembre 1860. Alors là, bien sûr, je dirais, son rêve prend des dimensions nouvelles, puisqu'il va rédiger une constitution pour une monarchie héréditaire. Il va revendiquer un immense territoire qui ira jusqu'à la Terre de Feu et au détroit de Magellan, hein, donc il devient roi d'Araucanie et la Patagonie, hein, donc un territoire vraiment immense jusqu'au cercle arctique, par exemple, pratiquement. Il crée des armoiries, un drapeau à 3 bandes horizontales, bleu, blanc, vert. Il fait frapper des monnaies, fait composer un hymne national, distribue des décorations dont le plus célèbre est l'ordre royal de la couronne d'acier, qui est quand même un ordre qui est encore d'ailleurs très couru par les collectionneurs de médailles, parce que ce sont des médailles très rares et qu'on retrouve chez les collectionneurs et chez les marchands. Alors très vite, son aventure bien sûr transparaît à Paris, où on en parle dans les journaux. Cette aventure rencontre d'abord beaucoup d'incrédulité dans les journaux parisiens et beaucoup de moqueries. Son projet n'est absolument pas soutenu par Napoléon III, hein, donc qui est à l'époque le chef de l'État, c'est le Second Empire. On sait que Napoléon III va s'embarquer quelques temps plus tard dans cette affaire cette affaire du Mexique, hein, donc aussi en Amérique du Sud, mais enfin en Amérique centrale.
mais qui sera un désastre. On se dit que finalement, il aurait peut-être pu, à moindre frais, euh, soutenir Aurélien-Antoine de Tounas et finalement se tailler un véritable empire dans le sud de l'Amérique, hein, dans le sud de l'Amérique du Sud. Bon, en tout cas, la France ne s'implique absolument pas dans cette histoire. On ne sait pas très bien pendant un an, donc il va rester sur place à peu près un an au milieu des populations indiennes. On ne sait pas, on a des difficultés à mesurer l'action réelle de ce roi de Patagonie et Araucanie, hein, sur place. Toujours est-il qu'à la fin, il va être trahi par les siens, capturé donc le 5 janvier 1862 et condamné à la prison à Santiago du Chili. Mais très vite, il est considéré, enfin, il est reconnu mentalement irresponsable et expulsé vers la France. Donc, il revient en France à ce moment-là, en 1863, et là, l'aventure, prend un tour à la fois un peu cocasse parce qu'il va rédiger des brochures, rechercher des appuis, essayer de recruter des colons, lancer une souscription nationale, tout ça, c'est un échec. Il va s'endetter, mais en même temps, il va devenir une figure parisienne à la mode, hein, dans les cabarets de Montmartre. Il a cette grande barbe d'aventurier qu'on voit derrière, avec cette chevelure particulièrement opulente. Donc, c'est un personnage que l'on remarque et qui va donc devenir une espèce de figure un peu amusante du tout Paris du Second Empire. Il va essayer à plusieurs reprises de retourner en Amérique du Sud. À chaque fois, c'est des échecs à 3 reprises. Et finalement, il va en revenir malade et il va mourir assez misérablement et assez tristement, donc dès 1878, à Tourtoirac, près de son village natal, donc en Dordogne. Donc son aventure se termine comme cela, de manière un peu triste. Mais ce qui est assez étonnant et assez extraordinaire, c'est que ce rêve araucanien ne va pas s'arrêter avec lui, parce que il a désigné un héritier en la personne d'un de ses amis, Achille Laviard, qui était un Rémois, un habitant de Reims particulièrement, enfin assez riche et qu'il avait connu à Paris. Et donc depuis lors, eh bien, il y a une espèce de dynastie des princes d'Araucanie comme ça qui va se succéder jusqu'à aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui encore, on a un petit groupe autour d'un prince d'Araucanie et d'une association qui d'ailleurs défend les droits des Mapuches auprès de l'UNESCO. Vous savez que les Indiens d'Amérique du Sud sont encore tout à fait, ont un statut souvent très, très secondaire, très peu enviable dans le cadre de la République du Chili ou d'Argentine. Et donc, eh bien, ces Araucans, ces partisans de l'Araucanie en France et dans le monde essayent de défendre, d'être un porte-voix pour les droits des Mapuches opprimés en Amérique du Sud. Alors, bien sûr, il y avait Jean Raspail, dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, Jean Raspail, le romancier, qui en 1981 va obtenir le grand prix du roman de l'Académie française avec son roman Moi, Antoine de Tounas, et qui va ensuite s'auto-proclamer, comme on dirait, consul général d'Araucanie et de Patagonie. Une de ces phrases est assez jolie, d'ailleurs, ça résume bien cette histoire d'Araucanie. Hein, le rêve et la réalité se confondent aux bandes extrêmes du monde. Hein. Voilà, l'Araucanie, le Patagonie, c'est une espèce de rêve lointain, de rêve qu'a caressé cet avoué périgourdin, Antoine de Tounas, et qui continue à faire rêver encore des générations après lui.